Ravi de vous retrouver pour cet après-midi avec une nouvelle table ronde qui va s'ouvrir dans un instant. Une fois n'est pas coutume, on va laisser parler les jeunes. Quelles aspirations, comment ont-ils vécu, survécu à la crise? On en parle tout de suite. Alors, ils ont tous moins de 26 ans ou presque. Ils sont autour de moi cet après-midi pour livrer leur vision de ce qu'est la vie aujourd'hui. Après avoir vécu la crise du Covid, c'est effectivement la jeunesse au sens large qui a été très impactée par cette crise, et on va largement en parler, mais aussi peut-être les questionner sur leur vision à eux du risque, une vision peut-être plus acérée que n'a été la nôtre ou celle des générations passées. On va donc en parler avec nos trois invités cet après-midi qui ont un point commun, ils ont tous fait la même école, vous êtes tous de l'école de commerce de Grenoble. Alors certains en sont sortis, vous êtes diplômés, je crois, Sophia Guermi, c'est ça? Oui, tout à fait, jeune diplômée. Jeune diplômée, avec nous également cet après-midi Amélie Dehoche, qui est également jeune diplômée et qui travaille à l'Agence française de développement, c'est ça, depuis? Exactement. Alors, 2 ans. depuis 2 ans, entre stage, alternance et depuis CDD, depuis du coup septembre. Et le Benjamin de ce plateau, qui est Oscar Lévesque avec nous, qui est alternant chez Thales. Bonjour Oscar. Bonjour. Et vous êtes encore donc étudiant, vous serez diplômé à la fin de l'année 2021. Exactement. Si tout va bien. Exactement. Rapidement, tour de plateau. On va commencer par vous, Sophia, pour nous dire en 30-45 secondes qui vous êtes, ce que vous faites. Alors moi, comme vous l'avez indiqué, je suis jeune diplômée, donc de 2020, de Grenoble École de Management, de l'IRIS-SUP, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques en géopolitique et prospective, et en droit international de l'Université Paris-Nanterre. Désolée, c'était un petit peu long. Donc multidiplômée. C'est ça. Et j'ai eu la chance de faire mon alternance l'année dernière en risk management, précisément à Veolia. Donc je connais déjà un petit peu les rencontres et la MRAE. Appétence donc et intérêt pour le risk management. Oscar? Alors, moi, je suis donc étudiant, alternant actuellement chez Thales en business intelligence. J'ai travaillé chez Thales depuis 1 an et demi maintenant. Et je fais un double diplôme avec l'école de commerce donc, de Grenoble et l'IRIS également. Moi, j'ai une spécialisation dans la défense, sécurité et gestion de crise. Alternance, donc quand vous êtes en entreprise chez Thales, vous êtes chez vous? Vous travaillez, vous êtes en télétravail? Alors non, chez Thales, on a la chance de pouvoir travailler en présentiel. Je travaille à Cergy-Pontoise actuellement et bon, il n'y a pas grand monde dans les bureaux, mais on a la chance de pouvoir travailler en présentiel. Amélie? Donc, je suis diplômée, comme Sophia, de Grenoble École de Management depuis septembre, avec une spécialisation transition écologique. Et donc, je travaille à l'Agence française de développement, donc une institution publique, en sensibilisation au développement durable, donc à destination de la jeunesse des 15-25. Et à côté, je suis aussi très engagée dans un collectif qui s'appelle Point AE écologique et qui travaille sur les questions d'intégration de la transition écologique dans l'enseignement supérieur et les entreprises. Qui est un risque, donc le risque climatique, Exactement. qui est très intégré dans vos vies à tous les trois, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors c'est assez rare que de vous laisser donner la parole, surtout dans le cadre des rencontres de l'AMRAE, mais c'est vraiment une volonté de leur part, des risk managers en poste, de savoir, d'éditer, on va dire, une cartographie, pour reprendre leur vocable, de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui, de ce que vous êtes. Et d'abord, comment vous avez vécu cette dernière année. On en parle assez peu, mais le sujet est en train de monter quand même, une précarisation de la jeunesse, un pan de la société qui a été oublié, donc les étudiants. Comment vous avez vécu cela, sachant qu'on peut considérer, entre guillemets, que vous faites partie des privilégiés? Qui veut répondre d'abord? Je veux bien Sophia. commencer si ça vous va. Au-delà évidemment des conséquences sanitaires et humaines qui ont été dramatiques pour tout le monde et qui ont généré de l'angoisse dans l'intégralité de la population, à titre personnel, j'ai ressenti beaucoup d'enthousiasme en fait quand est arrivé le Covid, en me disant c'est justement l'opportunité de transformer cette crise, de créer l'occasion d'avoir une véritable refonte de nos modèles sociaux et sociétaux. Et aussi, j'ai vu en fait un intérêt accru pour la prospective, pour le risk management également, parce qu'on a dit si on avait consacré davantage de ressources à la prospective, on aurait vu cette crise venir, tout comme on verra venir d'autres crises. Donc au départ, énormément d'enthousiasme qui s'est un peu affaissé et même profondément essoufflé avec les mois qui ont suivi là, malheureusement. Il y avait l'idée, avant la crise, donc avant la pandémie et le Covid, que vous vouliez avoir ce moment de cassure assez profond pour pouvoir vous permettre de reconstruire un nouveau contrat social, une nouvelle société, c'est ça? Vous l'attendiez, ça?
Ah oui, et exactement, en fait, c'est vraiment un esprit de réforme. Et là, du coup, c'était un événement particulièrement soudain, particulièrement marquant, qui pouvait servir, à mon sens, de catalyseur, et ça n'est pas vraiment arrivé. Mais de toute façon, nos attentes à ce niveau-là étaient préexistantes au Covid et à cette crise, et elles sont toujours présentes aujourd'hui. C'est simplement que ça aurait pu générer une opportunité qui, malheureusement, n'est pas survenue. Sous quelle forme? Justement, peut-être abandonner certains business models qui ne sont pas viables, avec osons le dire, hein, des entreprises en difficulté qui parfois il ne faut pas sauver, car leurs modèles ne sont pas viables vis-à-vis du dérèglement climatique ou vis-à-vis de l'intérêt même de certains métiers et de certains postes. Je pense notamment au bullshit job que décrivait David Graeber. Donc, c'est vrai que malheureusement, il y a des choses à abandonner, tout en bien sûr tout en accompagnant des populations qui sont particulièrement touchées par cette crise et qu'il faut aider à très court terme et dans l'urgence. Amélie, vous avez vu aussi cette forme d'opportunité émerger, de devoir changer profondément la société. Vous êtes pour le coup engagé et personnellement et dans votre job à un vrai changement, en tout cas sur les questions climatiques. Est-ce que pour vous, il y a urgence à aller plus vite? Oui, il y a urgence depuis maintenant pas mal d'années. Cette urgence qui est rappelée chaque année par les scientifiques, hein. Je veux dire, le réchauffement climatique, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. C'est quelque chose qu'on ne peut plus remettre en question. Et c'est vrai que cette crise, elle a mis en avant quand même un certain nombre de limites de nos modèles actuels, des limites aujourd'hui qu'il faut dépasser. Et je pense que c'est c'est très très important on va dire, de prendre cette opportunité de cette grande crise pour pouvoir repenser, et comme le disait très bien Sophia, refaire des modèles, ou en tout cas reconstruire un modèle qui est beaucoup plus viable au niveau du réchauffement climatique, mais au niveau aussi sociétal. On voit que les inégalités ne font qu'augmenter depuis des années, etc. Donc voilà, on avait cet espoir, en tout cas au sein aussi de mon collectif, que cette crise puisse permettre de faire prendre conscience aux populations, mais de manière générale aux gens qui nous gouvernent, qu'il y a vraiment des choses à changer. Et on a l'impression que depuis un an après, les priorités sont encore toujours les mêmes. Et c'est des priorités qui ne sont pas forcément en adéquation avec les enjeux actuels, notamment les enjeux climatiques. Oscar? Alors, depuis tout à l'heure, on parle au passé. Pour moi, l'espoir, il est encore là. Il s'est essoufflé parce que la situation personnelle de chacun, c'est compliqué. Où voilà, on a passé des fêtes où on était masqués, on a vu les familles, etc., se déchirer à cause de la distance. On a vu tout un tas de problématiques sur les relations interpersonnelles, etc. Tout ça, ça joue sur le marasme ambiant du moral de la société. Mais l'espoir, il est encore là. La crise du Covid, c'est un temps long. C'est une crise qui dure depuis une année et plus, puisqu'on n'en a pas encore fini. Les entreprises, c'est aussi des structures qui demandent du temps à évoluer, à s'adapter, etc. Et donc, tout cet espoir, ce changement de société, etc., c'est à nous de le mettre en place, nous en tant que société, en prenant en compte tout ce qui s'est passé pendant le Covid, toutes les problématiques, notamment d'approvisionnement, de médicaments, de masques, tout ce qui se fait une société, en fait, et de voir comment, une fois que le marasme du moral de la société sera retombé un peu, où on retrouvera un peu d'espoir dans ce qui fait notre société, aujourd'hui française, européenne, de voir comment, en tant que société, en tant qu'État, en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, on peut mettre en place des choses plus efficaces, plus rapides, plus adaptées, pour que la société se change sur le temps long. Une société, elle ne change pas du tout au tout. On a parlé des chocs tout à l'heure pendant des conférences. Un choc, il est là à un moment T, mais l'après, il met du temps. Les modèles économiques, ils sont en V, c'est pas une ligne droite. Et donc, il faut laisser du temps au temps. Malheureusement, on est dans l'urgence, et donc il faut garder l'urgence dans la tête, mais quand même se dire que tout ne se fera pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que dans une société où les réseaux sociaux font l'immédiateté, où la télévision est dans l'immédiateté, où l'information, tout est dans l'immédiateté, on ne prend plus le temps de réfléchir, de prendre le recul, de se dire, bon, bah voilà, on a telle information qui est tombée. On sait que, par exemple, les masques vont polluer la planète parce qu'on en a beaucoup, et que c'est un matériel qui résiste au temps et à la nature, au vent, etc., à l'eau. Voyons comment on peut réfléchir en tant que société sur un temps long,
à gérer ce problème-là, non pas avec une entreprise ou avec un pays, mais en tant qu'Europe, en tant que collectivité, en tant que secteur, en tant qu'association, par exemple, voir comment collectivement on peut réfléchir à des solutions et les mettre en place rapidement. Il y a une promesse que j'ai essayé de faire au début, c'est d'essayer de comprendre ce que vous étiez, vous, la jeunesse, mais au sens large, c'est-à-dire quelles sont vos aspirations, mais quelle est aussi votre conscience des risques préexistants et un peu de ce qui pèse sur vos épaules, parce que vous parliez du temps long, effectivement, que vous avez à construire. Est-ce qu'il y a cette conscience que je n'avais pas l'impression d'avoir, moi, à 20 ans, que les défis qui vous attendent sont gigantesques, climatiques, sociaux? On parlait des inégalités, d'une fracture sociale qui est assez prégnante aujourd'hui, notamment dans votre population estudiantine. Voilà. Est-ce qu'il y a cette conscience d'un risque qui est peut-être plus acéré qu'elle n'était pour notre génération? Alors, je pense que Sophia sera d'accord avec moi là-dessus. Nous, on fait nos études dans des domaines où on discute des risques, où on parle des risques toute la journée. Moi, je travaille sur tous les conflits autour de la planète. On travaille aussi sur des problématiques d'approvisionnement chez Thales. On travaille sur quelles vont être les prochaines innovations, les innovations de rupture, etc. Donc, cette conscience du risque, on l'a naturellement en tant que jeunesse, surtout que les problématiques sont, comme vous l'avez dit, grandes, lourdes. Le développement durable, c'est quelque chose qui est pesant dans notre jeunesse à nous. Et en fait, ça fait qu'on a une jeunesse qui est, je trouve, plus engagée, plus consciente de ce que ça veut dire travailler, plus consciente de ce que ça veut dire s'engager, plus consciente de cet équilibre qu'il y a entre nos opinions, nos envies, nos espoirs, ce que sera notre travail plus tard. Et en fait, on a envie que tout ça, ça fasse un tout dans notre vie. Que ce ne soit pas des compartimentés, comme ça a pu l'être dans d'autres générations ou des générations précédentes. Typiquement, quand je discute avec mon père de ma carrière future, moi je lui explique que je ne veux pas travailler dans la même entreprise toute ma vie. Et que si l'entreprise elle évolue d'une certaine manière et que je ne m'y retrouve plus dans son évolution, je changerai. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre génération et qui est très important pour les recruteurs, pour les entreprises qui embauchent aujourd'hui. Se dire qu'aujourd'hui, quand on embauche un jeune, on n'embauche pas seulement un jeune, on embauche quelqu'un qui a des envies, qui a des espoirs, qui a envie de mettre des choses en place dans l'entreprise dans laquelle il a envie de travailler, qui est motivé, qui a des engagements, qui a des problématiques de développement durable, de sécurité, des problématiques sociaux, des problématiques autour du racisme, autour du féminisme, etc., qui sont des grandes problématiques de nos sociétés actuelles. Et qu'en fait, si l'entreprise ne cherche que le profit ou ne cherche qu'à faire du business ou ces problématiques qu'on a pu croiser dans nos expériences passées, en fait, on s'y retrouve pas et donc on va partir. Et donc cette compétence qui est en train de se construire dans la jeunesse, elle va partir avec nous. Et nous, on ira créer des entreprises, on ira changer les choses parce que c'est notre rôle en tant que jeunesse de bousculer un peu ces carcans sociétaux actuels. Vous êtes en train de dire que ce champ de liberté de l'expression de vos opinions n'existe que dans l'entrepreneuriat et que vous le vivez pas au quotidien, là, aujourd'hui, dans les grandes entreprises que vous fréquentez? Pas forcément. C'est une question d'adéquation entre l'entreprise et ce que veut la jeunesse. Moi, je prends mon cas personnel. Je me sens très bien dans l'entreprise dans laquelle je suis. Les aspirations de l'entreprise sont les miennes et donc je continuerai à travailler pour cette entreprise. C'est juste que mes aspirations ne sont pas forcément celles de l'entièreté de la jeunesse. Et donc c'est aussi à l'entreprise de s'adapter à son candidat, de s'adapter à sa jeunesse, de s'adapter à sa force de travail. Ce qui est une vision qui est totalement en inadéquation avec ce qui était la nôtre. C'est-à-dire que nous, on s'adaptait à l'entreprise, à sa vision et à ce qu'elle nous édictait. Vous arrivez aujourd'hui à imposer ça, même en tant qu'alternant ou stagiaire ou au début de carrière? Alors, je ne dirais pas qu'on arrive à l'imposer, parce que ce serait extrêmement prétentieux et pas du tout vrai. Mais je pense qu'en tant que jeunesse, aujourd'hui, en tant que catégorie, en tant que jeune, on peut, ensemble, avec les entreprises, en discutant, en coopération, toujours dans le mode collaboratif, réussir à aller chercher ça. Il y a des domaines où ça existe. Dans certaines entreprises, il y a des incubateurs internes à l'innovation, il y a des méthodes qui sont mises en place par les ressources humaines, etc., pour montrer ça et pour mettre des dynamiques en place. Mais cette dynamique, elle doit être mise en place avec les entreprises, avec la jeunesse, mais elle doit être collaborative. Ce n'est pas nous qui allons imposer quelque chose, c'est nous qui allons dire, voilà, nous on veut discuter d'un modèle de société, on veut discuter d'un modèle d'entreprise. Est-ce que vous êtes prêts à discuter ?
Sophia? Alors, justement, sur cette question, moi, je vois et je ressens beaucoup de frustration à titre personnel, mais aussi de la jeunesse, sur les lieux et les modalités, en fait, d'action et de mobilisation. Personnellement, je suis beaucoup plus compétente pour parler de risk management, pour faire de la prospective dans une entreprise ou dans une organisation du secteur public, que pour faire un panneau avec un joli slogan pour ensuite manifester sous la pluie pour le climat toutes les semaines. Très sincèrement. C'est un levier de mobilisation, c'est un moyen d'action, mais c'est extrêmement frustrant qu'il y ait une forme de ségrégation générationnelle dans la prise de décision ou dans les moyens d'action. Et ça, c'est vraiment très général, et Oscar en parlait un petit peu. On est très sensibilisé aux risques et aux défis à l'échelle globale. Les manifestations de la jeunesse, donc là, vraiment une mobilisation dans la rue ou sur les réseaux sociaux, c'est partout dans le monde. Et c'est très frustrant, en fait, qu'il n'y ait pas davantage de représentativité, de représentation, qu'on parle de l'entreprise ou qu'on parle d'arcanes politiques ou d'autres instances de pouvoir, ou du moins où sont prises les décisions. Vous avez la volonté de vous engager au niveau politique, associatif, vous le faites au quotidien, et vous dites qu'on ne vous laisse pas la place. Mais pas seulement politique, en fait. Aujourd'hui... Ou au sein de l'entreprise. Exactement, exactement. De toute façon, les entreprises ont une responsabilité géopolitique, ont une responsabilité sociétale, et on voit, et on en a beaucoup parlé durant ces 2 jours, sur les indicateurs, les facteurs de risque exogènes, endogènes, donc pas seulement financiers, pour l'entreprise, mais aussi sur l'ensemble des parties prenantes. Mais effectivement, il y a un manque de représentativité, tout comme il y a un manque de représentativité de certaines ethnies, de certaines populations, un manque de représentativité de la part des femmes, et c'est exactement pareil pour la jeunesse. Nous ne sommes pas assez représentés. Et vraiment, moi, mon appel, c'est de dire, j'ai pas envie d'attendre 10-15 ans, d'être moins jeune pour arriver aux responsabilités, exprimer la position de la jeunesse aujourd'hui. Ce sera déjà obsolète et ce sera déjà trop tard, en particulier quand on parle du climat. Donc l'expérience n'est plus, selon vous, le maître mot qui doit faire avancer dans une carrière? L'expérience ne fait pas tout, et l'expérience ne peut pas se substituer à l'expertise, ou en tout cas à des visions différentes que nous apportons, entre autres par notre jeunesse, mais aussi, et enfin, nous ne sommes pas représentatifs de toute la jeune génération ici, mais apporter notre expertise et nos formations aussi qui ont changé, qui ont évolué en fait par rapport à nos aînés à des postes similaires. Vous sentez que les grandes entreprises que vous avez tous les deux fréquentées, après je vous donnerai la parole à Ménie, mais sont prêtes peut-être à faire ce changement en interne, c'est-à-dire à au moins ouvrir les vannes d'une forme de dialogue, quel qu'il soit? Il y a des dynamiques. Vous parliez des incubateurs. Qui existent. Alors, on peut parler des incubateurs, mais par exemple, avant le Covid, il y avait déjà une dynamique sur les expertises autour des risques géostratégiques. Par exemple, nous, c'est nos études, et c'est vrai qu'il y a une vraie demande des entreprises pour cette expertise-là. Et donc, ils vont chercher dans les formations jeunes ce type d'expertise, alors à Sciences Po, à l'IRIS, dans des think tanks, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, ils viennent chercher l'expertise, mais en fait, on ne donne pas forcément la parole à cette expertise-là. On va nous mettre sur des postes on va nous mettre sur des postes d'analystes, etc. Mais la prise de décision, elle ne sera pas chez nous. Ce qui est en soi normal, puisque c'est vrai que l'expérience apporte la connaissance de la prise de risque, etc. Mais aujourd'hui, dans l'urgence dans laquelle on est, l'expérience a perdu de sa superbe. Dans le sens où aujourd'hui, on est une grande entreprise, quand on doit décider si on doit investir dans tel ou tel produit, on va se retrouver dans un board où il y aura une moyenne d'âge de 50 ans, et où en fait le produit qui sera le futur de demain, il sera discuté entre personnes qui seront pas forcément le cœur du marché. Typiquement, les smartphones, par exemple, c'est quelque chose. Il y a une vraie rupture technologique autour des réseaux sociaux et de tout ce qu'on fait avec un smartphone aujourd'hui entre la jeunesse, mais même pas notre génération, mais la génération qui vient juste après, où il y a une vraie fracture. Je pense notamment, par exemple, actuellement en France, il y a une ligue de e-sport qui s'appelle la LFL, qui est suivie par 200 000 personnes sur Twitch en direct. Ça, c'est quelque chose que ni la télévision, ni les anciens médias ne se sont rendus compte. Et aujourd'hui, la pub arrive, le business autour de ce phénomène arrive. Et en fait, ça serait venu beaucoup plus tôt si, dans les boards de direction d'Amazon Prime, parce que c'est les pubs qui passent en ce moment sur Twitch, avaient été plus jeunes et s'étaient rendu compte de ce phénomène de nouveaux modes de consommation que la jeunesse a aujourd'hui.
Ça arrive très fort, mais on le voit trop tard, puisque effectivement, ceux qui sont aux manettes n'ont pas forcément accès à ces réseaux-là. Et c'est exactement transposable à tout ce qui est développement durable, à toutes les problématiques autour du développement durable. Je pense qu'Amélie pourra en parler mieux que moi là-dessus. Alors, Amélie, effectivement, il y a peut-être entre guillemets une opposition, parce que vous êtes très vite pris le parti de faire aussi de votre combat d'opinion et peut-être politique votre carrière, si vous avez mixé les deux. Donc le choix est assez radical, mais vous l'assumez complètement. Voilà. Est-ce que ça fait partie aussi des nouveaux choix faits par les jeunes, c'est-à-dire qu'on prend un biais avec une quête de sens dans le travail qu'on va faire, même si on ne le fera pas pendant 10, 15, 20, 25 ans dans la même entreprise? Exactement, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment, comme vous dites, une quête de sens des jeunes. En gros, des nouvelles aspirations, notamment avec les risques écologiques, climatiques, etc., qui font qu'il y a tout un pan de la jeunesse aujourd'hui qui veut faire des métiers et donner son temps, la chose la plus précieuse qu'on peut donner à une entreprise, pour des choses qui nous semblent pertinentes et qui ont du sens et qui s'inscrivent dans une société à laquelle on croit. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment... Notamment, je fais partie d'une association qui s'appelle Pour un veille écologique, qui est à l'origine d'un manifeste des étudiants pour un veille écologique qui a été signé par 30 000 étudiants en 2018 et qui, justement, mettait en avant le fait qu'il y a toute une jeunesse, notamment une jeunesse des grandes écoles de commerce ou grandes écoles d'ingénieurs, qui ne veut plus, par exemple, aller travailler pour des grandes entreprises qui participent en fait à la destruction de l'environnement, qui aggrave le réchauffement climatique et du coup qui participent entre guillemets à rendre l'avenir encore plus incertain pour la jeunesse. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui, des nouvelles aspirations qui arrivent. Et comme on le disait aujourd'hui, comme le disaient mes camarades, les étudiants ont ce pouvoir de choisir là où ils veulent travailler, notamment en grandes écoles. On a cette chance. Donc c'est vraiment un pouvoir énorme de se dire que ok, je veux aller travailler pour une entreprise qui est en lien avec mes aspirations, et encore plus, je veux aller dans une entreprise et pouvoir potentiellement essayer de changer les choses de l'intérieur. Et pour ça, il faut que je sois écoutée aussi. Il faut que ma parole soit valorisée et qu'elle ne soit pas valorisée dans 10-15 ans, mais quand j'entre, donc en tant que jeune diplômée aussi. Là, effectivement, et vous l'avez souligné et rappelé tous les trois, on parle d'une catégorie sociale qui est la vôtre, celle qui a fait des grandes écoles, qui en sort, qui est déjà avec une expérience quasiment insérée dans le marché du travail. Quid des autres, c'est-à-dire de cette génération dite sacrifiée, de jeunes qui sont à la fac, qui sont sortis d'un bac qu'ils n'ont même pas passé l'année dernière, qui sont quasiment total distanciel dans leur petite chambre à la fac. Comment cette jeunesse-là, vous la percevez? Est-ce que vous la côtoyez déjà? Et est-ce qu'il y a un vrai risque pour l'ensemble d'une génération de la voir peut-être perdue entre le lycée et la vie estudiantine à cause de la pandémie? Oui, si je peux me permettre, est-ce qu'on la côtoie? Bon, je pense qu'on a tous le même problème de reproduction sociale où concrètement, j'ai très peu de personnes qui ne sont pas Bac+5 dans mon entourage proche. Ça, malheureusement, on est représentatif de ça. Mais je les côtoie quand même. Et la petite anecdote, je suis sur une plateforme qui s'appelle Study Advisor où j'aide des étudiants dans leur orientation. Et du coup, je parle avec eux au téléphone 1 heure, 2 heures. Et effectivement, ce ressenti, cette pression, on la sent particulièrement. Je ne sais pas si ça aura des répercussions à long terme, mais sans non plus parler de génération sacrifiée, c'est vrai qu'on est les grands oubliés. On a choisi en France, par exemple, contrairement à d'autres pays, de garder les écoles ouvertes pour qu'il n'y ait pas de fracture chez les plus jeunes dans l'accès à l'éducation. Malheureusement, les mêmes problématiques se jouent d'un an à l'autre d'une personne qui passe du lycée à l'enseignement supérieur. Les problématiques sont exactement les mêmes et bien qu'on soit dans l'urgence et qu'il y a des contraintes sanitaires très fortes, il ne faut pas les oublier et il faut avoir des mesures extrêmement rapides pour eux. En revanche, est-ce que ça aura des conséquences à long terme? Le problème du système de l'enseignement supérieur, il est déjà là. Amélie, pareil, pourra parler beaucoup mieux que moi de cette question, mais de la formation justement, du vivier d'emploi, des formations qu'il faut avoir, notamment avec des ouvriers qualifiés pour la réforme des bâtiments, par exemple, pour qu'ils soient adaptés aux mesures thermiques. Donc il y a des choses à faire et il y avait des problèmes préexistants qui, encore une fois, sont exacerbés par cette crise. Oscar? Alors,
Oui, pour la reproduction sociale, oui. Moi non plus, j'ai pas énormément de personnes dans mon entourage qui ne font pas des grandes études ou des études tout court. Mais je suis quand même grand frère de deux garçons et d'une petite fille. Aujourd'hui, leur avenir à eux, il se construit ici. On nous parle de génération sacrifiée, on nous parle de toute cette génération qui est dans un mal-être assez important, qui consomme des antidépresseurs, etc. Mais aujourd'hui, on en est conscient. Alors agissons. C'est-à-dire que plutôt que de dire qu'on a une génération de sacrifiés, agissons pour que cette génération ne le soit pas. Aujourd'hui, il y a des leviers qui permettent un retour à cette sociabilité que les étudiants ont perdue pendant cette crise du Covid, mais qui était déjà une tendance lourde précédant le Covid. Agissons en tant qu'entreprise, en tant qu'association, en tant qu'État, pour retrouver cette sociabilité. On le sait tous, on a tous fait le minimum de sociologie pour comprendre que l'entreprise, c'est aussi un moyen de rentrer dans une société, c'est aussi un moyen de trouver des aspirations, d'avoir des projets, de construire une famille, etc. Ça fait partie de cette sociabilisation d'un être humain tout au long de sa vie. L'entreprise est aussi un moyen pour récupérer cette jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande des diplômes. La valeur du diplôme, c'est un peu perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un bac, on ne trouve quasiment pas de travail, alors qu'il y a 30 ans, on en trouvait un. Aujourd'hui, cette survalorisation du diplôme, entre guillemets, même si on peut discuter du terme, il faut la remettre à plat et de voir comment on peut recruter quelqu'un, non pas par ses compétences brutes, mais aussi par sa personnalité, aussi par sa motivation, aussi par tout ce qui ne sera pas écrit dans son CV. Aujourd'hui, quand nous, on est recrutés, on passe des tests de personnalité avec des jeux sur les téléphones, etc. Donc ça se fait, ça commence à se faire, mais il faut aussi que ça se fasse pour des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou qui ont des diplômes moins reconnus. Typiquement, une entreprise comme Thales, elle va chercher des ouvriers spécialisés, elle embauche, mais malheureusement, il n'y a pas la sortie de diplôme qui va avec. Et donc, il y a à la fois le système d'éducation qui doit changer, ou pour mieux s'adapter aux besoins de l'entreprise, mais également l'entreprise qui doit mettre en place des dynamiques pour trouver, quand elle n'a pas la compétence en brut, pouvoir trouver un moyen de former une jeunesse qui ne le sera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'éducation nationale, c'est extrêmement compliqué à changer. On le voit dès qu'il y a une nouvelle mesure qui est mise en place, tous les profs sont dans la rue, ça manifeste, etc. Mais prenons le problème à l'inverse. Prenons le problème sur notre dos en tant qu'entreprise et faisons ce que l'État ne peut pas faire ou ce que l'État n'est pas capable de faire. Donc créons des formations ad hoc, quasiment financées par les entreprises pour ensuite placer les jeunes dans les entreprises. La jeunesse, c'est pas un risque pour l'entreprise. L'investissement dans la jeunesse, c'est pas un risque parce que de toute façon, cet investissement, il y aura un retour à un moment donné ou à un autre. Puisque ça sera récupéré, cette jeunesse-là. Une entreprise qui, moi, aujourd'hui, veut m'embaucher et me propose une formation que je n'ai pas, je vais être beaucoup plus intéressé pour aller travailler dedans et lui apporter ce que je peux lui apporter autre que ma compétence brute, plutôt qu'une entreprise qui aujourd'hui me recrute pour mes compétences brutes sans me proposer de formation ad hoc qui pourrait, moi, me permettre après, derrière, d'accéder à des postes plus intéressants ou me permettre de me réorienter dans ma carrière si un jour j'ai plus envie de travailler dans le domaine dans lequel je suis, etc. Mais ça, c'est aussi, en tant qu'acteur de la société, de mettre des choses en place. Plutôt que de dire c'est tout sacrifié, ça va mal, tout va mal, agissons, tout simplement. Et vous avez, les entreprises et les anciennes générations, vous avez des jeunes qui ont envie. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, comme dans tout groupe social. Il y a des gens qui sont moins motivés que d'autres, il y a des gens qui seront peut-être un peu amorphes, etc. Mais il y a de la jeunesse qui a envie, il faut aller la chercher. Il ne faut pas juste la regarder et dire ça va pas, comment on fait. Non. C'est pas comment on fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Mais vous agissez, parce que c'est un leitmotiv, effectivement, la notion d'action et d'engagement. Dans quoi vous vous engagez aujourd'hui ? Amélie, on l'a vu, effectivement, c'est assez clair. Donc, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut agir et s'engager ? Au sein de l'entreprise, dans sa vie privée, dans des mouvements associatifs Quels peuvent être vos modes d'action les plus efficaces, on va dire ? Alors, Oscar l'a très bien dit précédemment, mais à moins de développer une schizophrénie qui ne serve pas à grand-chose, les engagements, en fait, ils doivent nous animer au quotidien, que ce soit dans notre pratique professionnelle, ce qui, comme l'a dit Amélie, occupe une grande partie de notre temps. Moi, à titre personnel, là, du coup, je suis jeune diplômée, je suis en recherche d'emploi. En attendant, je me dis, est-ce que je peux m'impliquer dans une association ?
Oui, mais en même temps, je ne peux pas payer mon loyer. J'aimerais en fait pouvoir faire en sorte que cet engagement puisse se matérialiser dans des instances justement où je peux faire valoir ça, peut-être faire évoluer des modèles, que ce soit en entreprise ou dans n'importe quel type d'organisation, et aussi, si possible, en association, m'impliquer. Mais c'est vraiment tout. Il ne faut pas qu'il y ait de dichotomie entre la vie civile et la vie associative. Bien sûr. Il y a aussi un enjeu qui est que, on va dire, les métiers aujourd'hui qui peuvent être, entre guillemets, qualifiés d'avoir du sens ou en tout cas d'être bons, enfin, que ce soit au niveau social, au niveau environnemental, sont des métiers qui sont beaucoup moins payés, beaucoup moins valorisés dans la question de la société. rémunération est quand même importante. Exactement, beaucoup moins valorisés que des métiers dans des grandes entreprises, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment représentatif d'une société. C'est-à-dire qu'on l'a vu aussi beaucoup avec, la crise actuelle du coronavirus. C'est-à-dire qu'il y avait des métiers qui étaient indispensables, n'étaient pas les métiers qu'on pensait en fait. Voilà, les métiers sociaux, les métiers dans les supermarchés, etc., les caissières, voilà, c'est des gens qui sont au bout de la chaîne et qui sont indispensables. Et aujourd'hui, c'est vraiment important, justement, comme le disait Oscar, de remettre un peu ça à plat et de se dire, OK, qu'est-ce qui est important dans une société ? Comment valoriser aussi l'action des jeunes en valorisant aussi au niveau du salaire des métiers et des choix de carrière qui soient plus pertinents, entre guillemets, et qui participent à un bien commun. Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont ultra importantes et qu'il faut se poser. Le critère financier n'a pas été discriminant, ou en tout cas très important dans les choix que vous avez faits de carrière. Ou il l'a été? Alors, il a été jusqu'à... Ou il le sera, peut-être? Alors, il n'est pas déterminant aujourd'hui. Je n'ai pas de prétention salariale particulière. Alors, il y a un minimum, on va dire, pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer son loyer. Mais on va dire que le salaire n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de mes priorités, en tout cas quand je choisis un job. Est-ce que vous, c'est votre cas aussi, parce que vous êtes, entre guillemets, pour l'instant dans le système? C'est-à-dire que vous êtes dans des grandes boîtes qui, a priori, vous offrent une carrière qui peut être, on va dire, financièrement intéressante. Ou est-ce que ça n'est plus un sujet majeur pour vous? Alors, pour moi, ça n'a jamais été un sujet majeur, la rémunération. Parce que j'ai la chance d'avoir une famille, etc. Et donc un environnement qui me permet de prendre des décisions sans réfléchir à tout ça, ou en tout cas en y réfléchissant d'une manière sereine. Mais il y a quand même cette problématique de vivre, en fait, d'avoir assez d'argent et de revenus pour vivre. Mais encore une fois, le revenu, ça fait partie aussi de cette dynamique d'équilibre entre une carrière et des engagements. C'est-à-dire que c'est propre à chacun, donc c'est pas quelque chose de générationnel, mais c'est propre à chacun. Aujourd'hui, moi, si je suis payé tant, mais que c'est moins que ce que j'aurais pu attraper dans une entreprise plus huppée ou dans un meilleur poste, mais si le premier poste qui est moins rémunéré me permet de moi avoir le métier que j'ai envie de faire, avoir du sens dans mon métier, etc., je pense que la plupart des gens aujourd'hui ne se posent pas la question. Parce qu'aujourd'hui, l'équilibre, il n'est pas entre situation sociale, responsabilité dans l'entreprise, etc., mais il est entre ce que moi j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de construire comme projet, et mon travail. Le travail n'est plus le b.a.-ba d'une vie. Et ça change un peu la perspective pour les entreprises, mais également pour le recrutement, pour les jeunes, pour la formation. Aujourd'hui, un jeune, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la rémunération, c'est ce qu'il va faire concrètement dans l'entreprise tous les jours. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai envie de travailler dans la finance, par exemple, et que j'ai envie de faire de l'Excel toute la journée, je vais avoir des super rémunérations. Par contre, la recherche de sens dans ce travail-là, elle sera moindre. Mais il y a toute une partie de la jeunesse qui va dire je veux travailler dans la finance, mais je veux aussi que ça ait du sens. Et donc là, il va aller chercher des postes qui seront peut-être moins rémunérés parce que ce sera peut-être dans des entreprises un peu plus spécialisées, dans le financement de projets de développement durable, dans des incubateurs, dans des choses comme ça. Et là, la rémunération, elle ne rentrera plus en compte parce que c'est plus le b.a.-ba de la problématique. C'est plus le premier objectif, on va dire, visé dans la quête d'un emploi. En tout cas, pour nous, non. Et encore une fois, on fait une partie d'une jeunesse qui est privilégiée, on en est conscient,
Mais je pense que c'est aussi le cas dans une jeunesse moins privilégiée, dans le sens où il y a des métiers qui aujourd'hui sont très peu valorisés, mais qui pourraient, avec peut-être une valorisation salariale qui aiderait à retrouver du sens dans ces métiers-là. Je pense aux profs, je pense aux institutrices, je pense à tous ces métiers qui sont un peu... qui sont essentiels à une société, mais qui sont peu valorisés au niveau salarial. Là, peut-être que l'augmentation d'un salaire pourrait aider. Mais il y a tout un tas de métiers où le salaire n'est plus la pièce maîtresse de la discussion avec l'entreprise. Ce que disait Amélie, effectivement, sur l'ensemble des métiers d'importance vitale, hein, c'est-à-dire qui ont émergé comme étant essentiels dans la gestion notamment de la crise. Il y a aussi un élément que je voudrais reprendre et vous écouter là-dessus, les deux autres, sur la question de la gestion du temps. Pour vous, finalement, le temps est la chose la plus précieuse dont vous disposez. Et vous voulez, si j'ai bien compris le raisonnement, l'utiliser à bon escient et donc ne pas le gâcher dans un sens. Mais est-ce que ça signifie aussi que vous voulez aussi conserver un équilibre vie privée, vie professionnelle? Parce que ça aussi, c'est très générationnel dans la jeunesse, c'est-à-dire de conserver pour soi des moments d'épanouissement privé, personnel, que peut-être nous, génération d'avant, on a un peu sacrifié. Est-ce que j'ai bien compris le concept de l'utilisation à bon escient de votre temps? Oui, je pense que cette utilisation du temps aussi, elle va avec ces sentiments d'urgence de la jeunesse et d'urgence de vivre, entre guillemets, et de se dire qu'en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre parce que il y a des enjeux aussi. Ah, vous avez peu de temps, en fait. C'est ça, Alors, moi, dans ma perception du temps, j'ai un peu l'impression que il y a une situation d'urgence, qu'il faut que mon temps soit utilisé de la manière la plus, on va dire, pertinente avec mes aspirations, mais aussi avec la manière la plus pertinente sur comment je peux utiliser dans la société et pertinente avec la société actuelle. Et oui, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Il y a on ne sait pas exactement, voilà, le temps est incertain et l'avenir est incertain, entre guillemets. Du coup, aujourd'hui, il faut vraiment, en tout cas dans la manière dont je vois les choses, j'ai envie d'utiliser ce temps de la meilleure des manières et que ce soit en gros pertinent. J'ai une vie pertinente, que ce soit au niveau de mon travail, de mes engagements personnels. Et oui, pas le sacrifier, entre guillemets, pour, par exemple, faire du profit ou pour une entreprise particulière. Ça me paraît effectivement très, très nouveau, cette confiance finalement d'un temps à la fois qui est limité pour agir, c'est ça, hein, et cette confiance que chaque minute passée doit être utile, quoi. Vous l'avez tous en tête, ça? Oui, tout à fait. Je rejoins totalement la position d'Amélie. Et pour reprendre aussi cette problématique vraiment par rapport aux actions qu'on peut mener en entreprise, c'est aussi parfois réintroduire du temps pour avoir de la vraie analyse. Et là, vraiment, je voulais insister sur l'importance de la prospective, l'importance de ne pas toujours être dans le court terme, justement avoir cette bonne vision, ce bon usage du temps déjà à titre personnel, à l'échelle d'une journée de 24 heures, mais aussi déjà dans l'entreprise, réintroduire cette notion de temps long, comprendre les impacts du temps long, reprendre le temps de l'analyse, avoir des sources correctes et justement en fait construire un bon management et une bonne gestion des risques grâce à cette utilisation du temps. Oscar ? Mais pour reprendre l'idée de départ que j'essaye de défendre, c'est là où l'entreprise elle a des opportunités avec la jeunesse, c'est que si elle arrive à accorder du temps dans le travail, c'est-à-dire dans la recherche de résultats, à cette quête de sens de la jeunesse, alors c'est tout bénéfique pour tout le monde, puisque nous, on aura l'impression d'avoir un temps utile en tant que jeune travailleur, mais aussi on apportera à l'entreprise ce temps utile. Et en fait, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on arrive à dialoguer les uns avec les autres pour se dire, bon bah voilà, moi je veux bien faire 50 heures dans la semaine, ça ne me pose pas de problème, mais par contre il faut que mon temps, j'ai l'impression qu'il soit utile. Et c'est super important. Et encore une fois, ça dépend de chaque jeune et de ses engagements personnels de trouver cette adéquation avec l'entreprise dans laquelle il va travailler. Mais trouver ce sens dans le monde, dans le travail, c'est essentiel aujourd'hui à la jeunesse. Et si on arrive à faire ça, on sera aussi une génération qui fera beaucoup moins de burn-out à 40 ans. Aussi.
C'est donc le mot de la fin. Merci à Sophia, merci Oscar, merci Amélie d'avoir été avec nous cet après-midi. Une sagesse qu'on perçoit dans la jeunesse et des envies, un engagement qu'il faut poursuivre. Merci à tous les trois pour ces éclairages. Fin de cette table ronde et je passe la parole avec plaisir à Florence Puybarreau.